C'est arrivé, candidat 2020-2021, plus d'un an après le début de ce tournoi. La dernière ronde arrive, c'est la 14e. On connaît déjà le vainqueur, il s'agit de Jan Nepomniachtchi. Bravo, c'est lui qui affrontera Magnus Carlsen en fin d'année. Mais il y a 4 matchs à jouer aujourd'hui toutefois. On peut penser que Jan ne sera pas très accrocheur et ne va pas tout donner pour l'emporter, étant donné que mission accomplie. Mission accomplie, c'est comme ça qu'on dit en vrai. Quoi qu'il se passe, il affrontera Magnus. Ça, c'est réussi. Même si Anish Giri l'emportait, le départage lui serait favorable, malgré une égalité de points. Donc, rien de ce côté-là. Néanmoins, d'autres vont pouvoir essayer de se battre pour les places de dauphin, les places de second, etc. Par exemple, au hasard, Maxime. Maxime, s'il l'emporte, devrait se retrouver deuxième juste derrière Yann, ce qui permettrait, s'il arrivait malheur à Yann, et on ne lui souhaite pas, d'être repêché. On ne sait jamais, imagine. Imagine, je sais pas, Yann, il dit ah non, c'est bon, j'en ai marre, je veux arrêter les échecs dans 3 jours. Et ben Maxime, il dit ouh, tu vois, ce serait trop bien, par exemple. Bon, on va regarder les 4 matchs. C'est parti. Anish Giri a brillé pendant cette deuxième moitié des candidats. Pour cette dernière ronde, il se trouve face à Alexeyenko. Anish joue les blancs. Alexeyenko est le moins bien classé du tournoi, mais Anish a été refroidi hier lorsque Yann a confirmé qu'il était non seulement le favori, mais le qualifié pour le championnat du monde. Anish n'a donc plus rien à prouver aujourd'hui. Néanmoins, une victoire est une victoire. Une victoire, ça veut dire des points Hello. Eh oui, qui dit qu'il veut pas 2800 lui aussi. Moi aussi, lui aussi peut-être qu'il veut être parmi le club des 1800. On commence par une ouverture classique. Pas du tout. Une ouverture que Jan Nepomniachtchi a jouée pendant le tournoi, l'ouverture anglaise. Défense avec le cavalier F6, un fou en fianchetto qui se prépare pour les blancs. Une ouverture qu'on appelle anglo-indienne. Je suis pas spécialiste de celle-là non plus, mais il me semble qu'on l'a vu hier avec la variante Capablanca. Je suis pas sûr, mais faudra vérifier dans les archives. Rien d'extraordinaire. Bon, c'est pas une structure qu'on rencontre tout le temps, mais il n'y a pas de structure particulière de pion, ce genre de choses. Un fou un peu enquiquinant en B4, mais on va réussir à le chasser. Une structure de pion blanche très propre. Voilà, un deuxième fou en fianchetto pour le néerlandais. Rien de foufou. Le cavalier noir qui avance et qui se cherche une place, pas facile de passer par l'aile pour revenir. Ici, on a toujours le centre qui est occupé. Les tours des blancs ne sont toujours pas développées, elles arrivent. Prévision d'ouverture de la colonne D, probable par Giri, puisqu'il se met devant la dame. Alors parfois on dit, oui, c'est la même colonne que la dame, mais en fait là, il y a plein de pièces. Oui, mais dès qu'on va ouvrir le centre, les pions vont disparaître, et là, on pourra avoir éventuellement un clouage, voire un mangeage de dames, intempestif dans quelques coups. Mais en tout cas, c'est prophylactique. On fait un petit truc maintenant pour beaucoup plus tard. Anticipatif, on pourrait dire. Petite ouverture de cassage de ligne, brisure de ligne, qui ouvre les deux colonnes C et D. Il est donc important désormais d'avoir une tour sur la colonne ouverte. C'est le cas pour le russe en C8 et pour le néerlandais en D1. Le fou qui vient échanger celui qui est en fianchetto. Et donc on a un roi un petit peu fragile, même si, comme il n'y a plus de fou de case blanche chez Alexeyenko, seule la dame peut l'attaquer en diagonale, ce roi. Le roi se remet à l'abri. Jusqu'ici, tout va bien. La seule chose, c'est que ce fou B4 a permis de créer un petit peu plus d'espace au noir. La partie continue de façon plutôt équilibrée, des coups limite forcés. Le cavalier qui revient en F3 pour protéger le monarque. Un petit échange de tours. Et là, honnêtement, à cet instant précis, on pourrait se dire, ça va. Il n'y a rien d'extra. Enfin, ça va tenir. Le cavalier n'est pas en prise, on ne peut pas faire dame prend, et il y a la dame qui le protège. Les blancs, malgré tout, ont un peu moins d'espace. Le fou B4 qui a disparu avait permis un peu d'espace à l'aile dame. Le cavalier ici, un peu incrusté chez les blancs, qui menaçait même une fourchette tour dame, donne un peu, c'est une espèce d'avant-poste transparent. On n'a pas de protecteur, mais c'est la dame de loin qui protège. Les noirs ont un peu plus d'espace. Est-ce qu'ils vont réussir à en profiter? Allons voir. Deux pions déjà pas passés, mais deux pions liés plus proches de la promotion que leurs homologues blancs. Les alignements de batterie colonne D, colonne C, tout le monde se prépare pour l'assaut.
Alors là, ça va commencer à manœuvrer. Où est-ce que va être ma meilleure place? On arrive au 30e coup, répétition? Non. Non, finalement, il ne répète pas. Chacun veut gagner. Anish, on sait qu'il a plus grand-chose à gagner dans ce tournoi, mais Alexeyenko, lui, a eu l'occasion de jouer contre les meilleurs, contre la crème de la crème, et peut en profiter pour gagner, pour marquer des points de ouf. Échange de tours, et là, franchement, ok, la structure des Blancs, elle est un petit peu mieux. Bon, la structure de pion des Blancs est un peu meilleure. Le roi a l'air un petit peu exposé, mais il n'y a rien d'extraordinaire. On ne voit pas trop comment ça va se décanter. Et ben, détrompez-vous. On envoie les pions. Alors, sur ce coup, la défense... l'évaluation de l'ordi n'est pas trop content de ce G4 qui affaiblit un petit peu trop le roc. Il lui fallut pour autant, de la part du Russe, d'envoyer directement H6 ou H5 pour éclater ce pion et profiter de l'exposition du roi blanc. Ce que ne fait pas Alexeyenko. Il refuse d'échanger les cavaliers. Anish, vous voyez, il n'arrive pas à progresser. Il est sur la défensive. Le cavalier est menaçant. La dame a quand même de grandes ouvertures possibles vers le roi ou vers la ligne 7, la ligne 8. On sent qu'il... Voilà. Est-ce que Alexeyenko va trouver une ouverture? On ne sait pas. Un petit clouage de cavalier. On défend le cavalier avec un pion, ce qui empêche la dame de le prendre. Le roi blanc qui se retrouve un petit peu exposé. C'est alors que Alexeyenko continue d'envoyer son pion H en direction de l'ancien Fianchetto, désormais détruit. Le roi qui se retrouve un petit peu au centre. Vous voyez comme le roi noir est tranquille et le roi blanc pas super heureux. Et Guiri commence à manquer de coups. L'avantage petit à petit se creuse. Les noirs prennent le dessus. Petit échange malin ou pas de la part de Guiri. Et là, avec ce cavalier F3, ça permet à Kirill de venir taper sur le roi. Et là, on sent la dame noire qui veut s'incruster vraiment. Le cavalier qui est prêt à bondir en E4 sans être menacé. Là, on pourrait, limite. Vous sentez là? Malheureusement, le cavalier est cloué, mais sinon, ce serait une fourchette qui partirait. Échec. On met la dame devant, bien joué. Là, on continue. Oh là là, ça s'est écroulé. À quel moment ça s'est écroulé? Ça s'est écroulé d'après pas mes calculs, d'après ce que j'ai regardé. C'est ici... La défense était meilleure en mettant la dame et forcer l'échange de dames et donc enlever des munitions aux noirs qui étaient en train d'attaquer. Malheureusement, Anish a préféré déplacer son roi et ça a permis aux noirs de faire marche avant, de rentrer chez les blancs et finalement de prendre place. On trouve le roi blanc en plein milieu de l'échiquier mais avec une dame noire qui va lui faire du mal. Et là, c'est fini. C'est la cueillette des pions de la part de Kirill, qui profite d'Alexei, qui profite de l'espace qu'il a gagné. Et on recommence. C'est la cueillette des pions de la part du Russe, qui prend petit à petit les pions blancs. Regardez les noirs qui vont pouvoir avancer jusqu'à dame. On imagine une fourchette qui va arriver. On va mettre échec le roi et forcer l'échange de dames. Le roi blanc se débat. Et là, alors la petite astuce, c'est écrasant pour les noirs. Les blancs vont abandonner sur ce coup-là, vers le 60e coup, un petit peu avant. Il s'avère qu'il y avait un mat en 4 que je peux vous montrer. C'est cavalier échec qui force le roi blanc. Alors, il pourrait monter, mais il va descendre. C'est ce qui permet de résister un petit peu plus. On peut pousser le pion qui est défendu par le cavalier. Le roi est obligé de venir ici. On a mis la dame qui met échec. Le roi revient, par exemple, ici. Et là, c'est un joli échec et mat. Le pion est défendu par la dame. Le roi ne peut pas aller là. C'est défendu par la dame. Cette case-là, par le cavalier. Et ici, par le pion. Le roi est en échec par le cavalier. C'est un échec et mat. Dans la partie, Kirill a préféré venir manger... Il mange rien là, pardon. Il mange rien. Il attaque le roi et force la prise du cavalier par la dame, ce qui permet au noir de manger la dame. Et là, avantage de dame égale gagnage de partie. Dingliren contre Yann Nepomniachtchi. Nepomniachtchi est déjà qualifié. C'est lui qui a déjà officiellement remporté cette édition
Covid spécial espacé sur plus d'un an des candidats. Il affrontera Magnus Carlsen en fin d'année. Et sur cette dernière partie, il joue les noirs face à Ding Liren, qui a commencé le tournoi en étant le deuxième mieux classé à l'Elo dans le tournoi, hein, le premier au monde étant Magnus Carlsen. Pas d'enjeu donc pour Yann, outre celui de confirmer sa place de leader. Ding Liren, lui, pourrait essayer de repasser au-delà des 2800 Elo, par exemple. Une victoire de plus, c'est toujours agréable, mais on peut comprendre humainement que Yann ne soit pas à fond. Que va-t-il se passer? Finalement, une partie qui commence de manière assez équilibrée. On commence par D4, cavalier, F6. Une bonne tête. Oh là là, directement le G6 qui arrive chez les Noirs pour une défense est-indienne, King's Indian en anglais. Donc le petit fianchetto ici avec le fou G7 qui va arriver. Puisque les Noirs, c'est le principe de la défense est-indienne, entre autres, ne mettent pas leur pion, n'envoient pas leur pion près du centre. Les Blancs en profitent pour faire ça de leur côté. Donc boum, 3 pions au centre pour les prendre. Les Noirs finalement viennent contester avec une sorte de sicilienne retardée, le C5 qui arrive tardivement par rapport à un E4 traditionnellement joué au premier coup. Consolidation de la ligne, enfin on empêche les Blancs de continuer d'avancer leurs pions. Le fou en D3, le fou en fianchetto qui arrive, le cavalier en E2. On prépare un roc de la part des Blancs. Petit échange de pions au milieu qui va avoir les Blancs ont plus d'espace, mais les Noirs sont plus solides, sont censés en tout cas être plus solides. Et là, c'est déjà à ce moment-là qu'on a une nouvelle partie, toute nouvelle partie qui n'a jamais été jouée. La dernière fois que ça avait été joué, enfin la fois où ça avait été joué, le coup d'avant, on avait le cavalier B qui était parti en C3. Là, c'est le cavalier E. Bon, un autre choix stratégique de la part de Ding Liren. Un petit A6 qui empêche le cavalier de venir s'infiltrer en 2 temps, 3 mouvements chez les Noirs, et donc fourchette, déroquet, etc. Pas très agréable, on l'empêche. On contre avec ce pion. Un petit cavalier H5 à la MVL. Oui, non, mais oh, c'est pas n'importe qui a le droit. Il y a peut-être même, il paraîtrait qu'MVL aurait déposé cavalier H5, cavalier MVL. On ne sait pas. Roc de la part des Blancs. Le fou qui s'incruste pour mettre en échec les Blancs. Le roi, il va aller dans... Allez, on va dans le coin. Ça va pour cette fois, mais c'est bien parce que j'avais pas beaucoup d'autres coups à jouer. Je n'allais pas sacrifier ma tour. Le cavalier noir qui s'incruste. Donc on a mis le fou noir sur un avant-poste, puis le cavalier sur un semi-avant-poste, une bonne place, une place forte. Souvent on utilise le terme d'avant-poste quand c'est chez l'ennemi. Le cavalier blanc qui manœuvre, ce fameux, qui n'arrête pas, qui a fait hop, 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 et qui revient. La dame qui s'incruste en disant « Eh oh, 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 oh !» Menace, cavalier F3, échec. Mais non, le cavalier était revenu à temps. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais attention, il y a de la pression. On élimine le fou qui était sur un avant-poste. Le cavalier vient se faire échanger à son tour. On simplifie un petit peu, de la pression sur le roi blanc, mais rien de plus jusqu'à cet instant-là. Et là, c'est le choix de Yann de faire un sacrifice de qualité. Vous allez voir, finalement, il va gagner la qualité, pardon. C'est Ding Liren qui perd la qualité, c'est-à-dire qu'il va perdre une tour et il va gagner un fou ou un cavalier. Là, en l'occurrence, un cavalier et généralement un pion. Enfin, souvent un pion. Et donc, il va être un peu moins bien sur l'échiquier qualitativement, mais il va espérer avoir une meilleure activité et compenser ça. Là, c'est une fourchette, donc échec et on attaque la tour en même temps. On ne peut pas prendre le cavalier parce que le pion est cloué à cause de la dame qui se trouve en H4. Donc le roi est obligé de bouger, c'est le seul coup légal. Le cavalier vient prendre la tour. Pas de précipitation de la part des blancs de reprendre le cavalier qui ne peut pas s'enfuir. Enfin, qui peut presque pas s'enfuir, vous allez voir, c'est assez tactique ce petit moment, parce que là, à l'instant présent, pile poil maintenant, Yann a +3, mais son cavalier va pas faire long feu. On ne sait pas trop par où il va partir là. Il peut pas s'enfuir le cavalier là. Il peut pas. Là, il se fait manger par le pion. Là, il se fait manger par le pion. Ça marche pas très très bien. Ding Liren ramène sa dame pour assurer. Et là, catastrophe. Roc de Yann, on peut se dire, mais ça va, roc. On met le roi à l'abri, tout. Non, l'ordi n'aime pas du tout. Regardez la suite des coups parfaits joués par les deux joueurs, mais l'avantage décisif a déjà été pris par Ding Liren sur ce coup-là. On attaque la dame noire et on est défendu par notre fou. Vous voyez là, philosophiquement, si on échange les dames, il y a le cavalier qui est en prise. Donc on va le récupérer et finalement, la tour perdue de Ding Liren sera peut-être compensée par de l'activité. On va le voir. Donc, petit échange, pas du tout. Le cavalier fait ce qu'on appelle un desperado. Il sait qu'il va perdre, il va mourir le cavalier. Donc,
en un dernier souffle, il va choper un petit pion. On reprend. La dame ne se fait pas manger tout de suite. Et là, on peut se dire, bah, ça va. Regardez, petite manœuvre. On met un petit échec. Pareil, la dame va mourir. On va échanger les dames. Et avant d'échanger les dames, je mange un dernier pion. Je te mets échec. Tu es obligé de reprendre ma dame. Et là, je reprends. Si. Bah voilà, ça va. Yann a plus un. C'est bon. En fait, il s'avère que si vous comptez les pièces, Dingliren en a 4. Donc 2 cavaliers, un fou, une tour. Et en face, Yann n'en a que 3. 2 tours, un fou. Alors on peut se dire, oui, mais comme il a plus de pions, ça compense. Oui, ça compense matériellement. Mais dans les faits, on va plus facilement, on va menacer plus avec 4 pièces qu'avec 3. Même sur ce coup, l'ordinateur conseille, après réflexion, un astucieux G5 plutôt de roquet. On peut se dire, mais c'est à peu près pareil, on va échanger les dames et regarde, et en plus je prends ton pion. Dame prend, fou prend, tout va bien. Le cavalier en desperado, machin, tout ça, les histoires, il va mourir. Fourchette, hein. Et je reprends, et là c'est bon, on a équilibré le matériel. Non, parce qu'à la fin de cette variante, vous voyez, il y a un petit tour G8 qui cloue le fou. Le fou ne peut pas bouger, sinon le roi sera un échec. C'est un coup illégal. On peut dire, oui, bah, il va se faire manger au coup d'après. Mais non, regarde, on pousse le pion, Nico. Et c'est bon, le fou, il est protégé là. Parce que si la tour prend, pion prend, et on a gagné. Par rapport à un fou, ça vaut moins qu'une tour. Oui, sauf que là, le fou est toujours cloué, et les noirs peuvent à leur tour attaquer avec le pion. Résultat, on a une pièce clouée attaquée par un pion, on perd une pièce. Donc c'est totalement perdant pour les blancs. D'où l'astuce concernant à jouer G5 qui était bien meilleure d'après l'ordi. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé cette variante. Mais voilà, dans la partie, c'est bien Rock qui a été joué par Yann. S'ensuit donc l'échange. Alors, ça se fait en plusieurs temps, mais on termine quand même par un échange de dames. Matériellement, c'est Yann qui est provisoirement à +1. Vous allez voir que Dingliren va récupérer ce petit pion. On s'incruste un petit peu chez les blancs de la part de Yann, mais Dingliren défend promptement, fort, et récupère son pion là. Donc là, il y a équilibre matériel. Mais comme je vous le disais, là, les blancs ont 4 pièces, 2 cavaliers, un fou, une tour. Et en face, il y a 2 tours, dont une qui n'est pas au top de sa forme, et un fou plutôt très correct. Donc on a 4 pièces pour attaquer, 4 pièces pour défendre, et les autres n'ont que 3 pièces, même si la qualité des pièces est un peu supérieure. On échange, et du coup, bah là, les noirs ont plus que 2 pièces contre 3, et parmi ces 2 pièces, il y a une tour qui sert à rien, qui est dans le coin, qui n'a toujours pas trouvé de bonne case. Yann essaie de se débattre. Le pion D3 est bloqué, un blocus de la part du cavalier qui empêche le pion d'aller à dame, donc il n'est pas dangereux, il a beau être passé, ce pion, il n'est pas dangereux. En revanche, ce pion-là, il est passé, il est lié à un autre pion, ça sent pas très bon. Défense du fou, et là, à la rescousse, hein, le roi vient pour s'activer, mais, Dingliren prend le pion, et donc peut libérer ainsi son cavalier qui bloquait l'avancée du pion jusqu'à dame, et il envoie le cavalier, et en 2 coups plus tard, regardez, échec, et là, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé, Dico ? Pourquoi c'est terminé ? Que vont faire les noirs ? Bah, les noirs, ils vont faire par exemple roi D8 parce qu'ils sont en échec, par exemple. Ou alors on peut se dire, il va attaquer le cavalier, mais quoi qu'il fasse, ça va mal se passer. Par exemple, s'il fait, si je dis pas de bêtises, s'il fait roi C6, on peut faire pion prend. Et là on se dit, ouais, mais c'est pas grave, il prend le cavalier. On peut pas prendre le cavalier parce qu'on fait tour sur la dernière rangée. Et là, de 2 choses l'une, soit les noirs prennent la tour blanche et les blancs font dame, soit quand le roi a pris, quand la tour va sur la dernière, le roi, on peut dire, il prend le pion, comme ça il n'y aura pas de promotion, mais les blancs prennent la tour. L'un dans l'autre, les blancs ont une avancée écrasante qu'ils ont réussi à confirmer matériellement. Une avance écrasante, pardon. C'est pourquoi Yann abandonne sur ce coup d'échec et perd donc sa dernière partie avec les noirs au profit de Dingliren qui va peut-être remonter au 2800, j'en doute, hein, parce que les enjeux, il n'a pas brillé dans le tournoi, donc je pense pas qu'il repasse à 2800, mais Yann, de toute façon, perdant ou gagnant, il s'en foutait, lui. Il était déjà qualifié. MVL versus Wang Hao. Quel est l'enjeu de cette partie ? Maxime, s'il l'emporte, et il a les blancs, c'est une bonne nouvelle, surtout que Wang Hao a montré depuis le début de cette deuxième partie des candidats qu'il n'était pas super motivé ni très accrocheur, compétiteur. S'il l'emporte, Maxime devrait terminer deuxième des candidats, et pour une première sélection, ce serait tout de même une belle performance, même si on aurait tous préféré, et oui, on aurait tous préféré qu'il l'emporte. Mais on ne peut changer le passé.
La partie commence par une partie, alors c'est assez étrange, par un E4-5, pardon. Voilà, cavalier F3, cavalier C6, l'espagnol, caractérisé par ce fou B5. La défense berlinoise, on sort le cavalier rapidement pour attaquer le pion E4 qu'on mange. Et ces parties sont réputées pour être très souvent match nul, très souvent. Bon, les noirs vont avoir des pions doublés sur la colonne C. Les blancs ici poussent leurs pions. Alors c'est pas forcément une partie, une variante qui est forcément ultra jouée. Dame qui prend la dame adverse qui permet de déroquer les noirs, mais quand il n'y a plus de dame sur l'échiquier, être déroqué, c'est plus forcément mauvais. Enfin, aussi dramatique que quand les dames sont encore sur l'échiquier, ce qui oblige les rois à vraiment se cacher, étant donné les menaces possibles. Vous voyez un Maxime qui a donc perdu un fou, mais qui profite de pions doublés, et ça devrait payer dans la suite de la partie. La partie avance assez calmement, c'est équilibré, les noirs ont plutôt égalisé, mais peu d'espoir. Les noirs réussissent à doubler les pions de Maxime. Wang Hao persiste avec ce C6, et à cet instant-là, on est sur une partie qui a été jouée une fois par le passé. Il s'agissait de Hikaru Nakamura versus Maxime Vachier-Lagrave qui jouait les noirs. Cette partie, à l'époque, s'était continuée par tour D3 de la part de Hikaru qui jouait les blancs, et Maxime avait emporté la partie. Sur ce coup, il ne se laisse pas faire, il change, et boum, c'est un F4 qui part et qui amène très rapidement un échange des fous de cases noires, et donc un dédoublement des pions blancs de la colonne F, ce qui permet à Maxime d'envisager une structure de pion meilleure que celle de son adversaire, et donc un pion surnuméraire en colonne E, qu'il aurait espoir de transformer tôt ou tard en dame. Ne pouvant plus roquer, Wang Hao envoie son roi sur la 7e rangée. Maxime trouve un avant-poste exceptionnel en ligne 6. On dit souvent un cavalier en ligne 6, c'est un cauchemar. Un cauchemar pour la défense. C'est ce qui va se passer. Pourquoi ? Il n'y a plus de fou. Donc on ne peut plus attaquer ce cavalier avec un fou. Le roi ne peut pas parce que se trouve un pion qui défend le cavalier. Et le cavalier adverse doit manœuvrer beaucoup pour aller attraper ce cavalier. Il devrait notamment venir soit en E8, soit en C8, donc gêner les tours. Ça a l'air compliqué. Mais c'est juste menaçant, c'est enquiquinant, c'est gênant, mais rien n'est perdu. Maxime consolide donc son petit fou qui est là, son petit cavalier qui est là, son petit pion pardon, qui défend le cavalier. Petite manœuvre, on met un pion pour défendre la défense du cavalier. Inception, défenseception. Retour sur la colonne ouverte à la base. Alors à ce moment-là, on peut se dire, les noirs pressent à l'aile dame, les blancs défendent, mais on ne voit pas trop si Maxime est solide, et il l'est. Il n'y a pas de raison qu'il perde, mais on ne voit pas trop comment il va gagner. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est à ce coup, on est à peine dans les coups 20, que Wang Hao décide de manœuvrer. Et sur ce coup, il décide de replacer son cavalier. Et comme il n'a pas beaucoup de cases, il décide de faire tout le tour de l'échiquier. Et l'ordi n'est pas super d'accord. Super d'accord avec ce recul. Donc regardez la petite danse du cavalier de Wang Hao qui laisse tout le temps à Maxime de doubler ses tours sur la colonne D. Et là, boum, what ? Quoi ? Mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Alors on peut se dire, ça va, il a bougé un cavalier, on se détend, Dico, va pas lui cracher dessus. Ça perd instantanément, l'évaluation est catastrophique. Pourquoi ? Grâce à ce coup de cavalier, prend B5. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? On peut dire, il prend. Si Wang Hao prend le cavalier de Maxime, on a tour prend D8, tour prend. Gain de tour pour Maxime. C'est gagnant, mais très gagnant. Dans ce cas-là, peut-être tour prend tour. Malheureusement, sur tour prend tour D2, on a cavalier prend cavalier, fourchette. C'est une catastrophe. Du coup, la partie brutalement s'achève. Et oui, sur une victoire de Maxime. Et ça, c'est cool. Donc, GG Maxime. Oui, tu n'as pas gagné, c'est vrai. Mais tu auras réalisé un parcours exceptionnel et une place d'honneur. Je sais, la place d'honneur, ça ne qualifie pas. Mais quand même, bravo Maxime. Et merci pour nous avoir fait vibrer. Merci à Chess.com.fr pour ces streams quotidiens. Et puis, à bientôt.
Fabiano Caruana a les blancs. Grichouk, Alexandre de son prénom, a les noirs. Qu'est-ce que cela va donner? On sait que Grichouk est un peu foufou. Il n'hésite pas à envoyer. On sait que Caruana est extrêmement bien préparé. Néanmoins, c'est la 14e ronde. Il n'y a plus d'enjeu que les points. Caruana peut essayer de confirmer sa place de numéro 2 mondial à l'élo derrière Magnus Carlsen, même s'il ne l'affrontera pas en cette fin d'année. Il aura probablement des regrets, pas forcément parce qu'il a mal joué, c'est pas ce que je dis, mais des regrets parce qu'il a eu sa chance en 2018. Il reviendra, j'en suis sûr, pour le prochain cycle des candidats avec l'arme au poing et les dents bien aiguisées. Pour l'instant, il faut battre Grichouk pour la gloire. E4, C5, c'est ce qu'on appelle une sicilienne. C5, c'est la sicilienne. On poursuit avec cavalier F3. Jusqu'ici, on a des centaines de milliers de parties qui ont été jouées. Et la D6, E6, pardon, un petit peu moins G, c'est ce qu'on appelle la défense. Alors, E6 directement contre E4, c'est ce qu'on appelle la défense française. Et comme on a joué C5 et une sicilienne, on appelle ça la défense sicilienne variante française. Oui, parfois voilà. On se fatigue pas trop à trouver les noms. Et comme les 4 cavaliers sortent vite, on appelle ça la variante des 4 cavaliers. Et oui, voilà. Vous pouvez peut-être déposer un brevet pour donner un nom à cette variante et lui donner le nom de votre chien ou je sais pas quoi. Petite astuce, pion blanc, pion prend pion noir. Si les noirs reprennent tout de suite, ils se retrouvent avec un pion isolé. Mais petite manœuvre astucieuse, après cette dame D3 qui donne un caractère original à cette partie, c'est hop, on fait cavalier qui attaque la dame qui va en C4 parce qu'elle n'a rien de mieux à faire, et boum, le cavalier qui reprend le pion. Donc on a équilibré le matériel en déplaçant certes son cavalier 2 fois de plus, mais on l'a mis sur une super case, la case D5 protégée par le fameux pion E6, caractéristique de la française. Le fou qui vient clouer le cavalier, dans l'autre sens, on fait pareil, là ce qu'on appelle un clouage relatif et là un clouage absolu. Ce cavalier blanc n'a pas le droit de se déplacer parce que sinon les blancs seraient en échec, c'est donc un clouage absolu, mais ce cavalier noir a le droit de bouger, néanmoins s'il bougeait, la dame se ferait prendre par le fou. Donc ce serait extrêmement désavantageux, voire immédiatement perdant, mais théoriquement, enfin dans la pratique, le cavalier noir a le droit. Donc c'est ce qu'on appelle un clouage relatif. Et donc ce clouage-là, le clouage absolu. Le fou se développe, hein, petit... Hey, non, je sais pas, j'ai pas de nom pour ça. Petit carré peut-être. Là, doublement des pions blancs isolés, c'est très 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 moche. Ces deux pions blancs isolés, mais écoutez, c'est Caruana, on est à peine au 12-13e coup, on lui fait confiance pour nous sortir une préparation. Il est certainement encore dans une préparation, même s'il est peut-être moins au taquet sur cette partie que sur les autres, étant donné l'absence d'enjeu capital, disons. On envoie les pions côté dame, on envoie un petit peu les pions côté roi pour chatouiller ce fou. Caruana n'hésite pas, il échange son fou contre le cavalier, ce qui permet d'avoir aussi un désagrégement tranquille, hein, pas aussi violent que chez les blancs, la structure des pions noirs. Peu de menaces, mais une situation assez déséquilibrée sur l'échiquier. On a les pièces côté dame et les rois côté roi, avec le roi noir, la tour noire, pardon, qui pour l'instant est dans le coin, mais les noirs pourraient envisager de roquer. Ah ben non, en fait, ils roquent pas, il n'y a plus de dame, ils se disent allez c'est bon, je vais ramener la tour à l'ancienne, et on va faire une espèce de faux roc à l'ancienne. On a mis le roi sur une case sympathique, qui ne peut plus être attaqué par le fou, parce que le fou est de case blanche, très important ces couleurs de pièces, et il n'y a plus de cavalier chez les blancs, donc ce roi est inattaquable à cet endroit. Les tours se regardent, mais les échanges ne se font pas. On essaie de structurer ces pièces, de les mettre sur des endroits, ce qu'on appelle le jeu positionnel, de les mettre sur des bonnes places, des places où ils sont efficaces. Le cavalier en plein milieu, par exemple, c'est un très bon exemple. Là, franchement, quand je regarde les pièces de Fabiano, c'est de l'art. Ces 3 petits pions en chaîne là, c'est beau. Ces 2 pions là, c'est beau. Ah, il y a ces 2 pions doublés qui sont pas terribles. Cette tour qui est prête à jaillir ici, éventuellement à mettre échec dès que la tour C7 bougera. Cette tour-là, qui est peut-être un peu moins pas très bien placée parce que elle protège le roi et donc elle ne peut pas bouger latéralement. Mais si jamais les noirs prenaient, hop, les blancs pourraient envisager de rétablir leur structure de pion et de dédoubler leur pion, puisque le fou protège le pion C4. Franchement, c'est joli. C'est très joli, mais ça devient plutôt équilibré. On voit moins de menaces. Alors, le cavalier de Grichouk qui se déplace un petit peu
Chacun va essayer de trouver une faille dans le plan adverse. Petit échange de pions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va avancer, on échange, on ne sait pas, on tergiverse, on arrive au 40e coup, on récupère du temps. Bon, mais on ne voit pas comment les blancs ni les noirs peuvent percer. Le fou a trouvé une super case, le cavalier aussi, mais rien de fou. On avance, on recule. Comment veux-tu que je marque un point entier? Bah oui, c'est pas possible. Petite perte de pion, enfin petit échange de pions, l'échange de pions E contre le C. Jolie structure, pas forcément ultra solide, mais jolie structure des pions blancs, mieux que les noirs qui se retrouvent avec 2 pions isolés. Malheureusement, aucun des deux ne trouve de faille dans le jeu adverse pour réussir à l'emporter. Alors c'est une finale de tour pion, c'est souvent compliqué, mais là il n'y a plus trop de pions, donc c'est probablement plus simple, surtout si on échange. Alors là, les noirs ne prennent pas le pion, sinon ils vont se retrouver très rapidement mal, parce que le pion A va partir et ces 2 pions liés vont faire très mal. Le roi revient à temps et c'est sur ce 64e coup. C'est joli, 64 coups pour la dernière partie du jour qui s'est terminée, donc la dernière, par un match nul. Donc rien de particulier à dire, une partie assez calme et qui clôt ses candidats. Bilan, la nouvelle numéro 1, c'est Jan Nepomniachtchi officiellement, vainqueur du tournoi des candidats 2020-2021. Il affrontera en fin d'année Magnus Carlsen. D'ailleurs, ils ne sont pas nés la même année, pas sûr, hein. Pas sûr. Peut-être que Yann est un peu plus jeune, je ne sais plus. En tout cas, en fin d'année, on suivra avec attention ces 14 rondes. La deuxième nouvelle, c'est Maxime. Maxime qui finit deuxième, mais oui, et ça c'est beau. Maxime deuxième. Bravo, GG Maxime. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. J'espère que vous avez apprécié ces comptes rendus que je vous ai faits. Ce ne sont pas des comptes rendus ultra techniques, c'est plutôt fun, plutôt léger. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain matin sur Twitch. Je stream tous les jours de 10h à 14h. Des bisous, je vous aime.